Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique cette fois-ci et sans vraiment de surprise, surtout si vous avez vu le dernier livre présenté dans le dernier update lecture, ça va être les graphiques que j'ai lus sur le week-end d'Amil. Alors pas tous les graphiques parce que j'en ai lu beaucoup et que tout ne rentre pas dans un seul et même update, mais du coup c'est 5 livres, enfin 5 graphiques pour 4 sagas, vous vous en doutez. Dans cette update, je vous les ai montrés quand je les ai lus dans le vlog du week-end d'Amil, mais j'y reviens ici en détail comme je vous l'avais dit. Et comme à chaque fois, et cette fois-ci on commence par la fin d'une très très longue saga, à savoir la collection Harry Potter au cinéma de Jodie Revenson. Et je suis déçue par ces deux derniers tomes, vraiment. Pour l'un des deux, je vois pas l'intérêt du truc, et pour l'autre, j'y ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais au moins j'ai fini la saga. Donc c'est une saga en 12 tomes, dans laquelle Jodie Revenson parle de la réalisation des films, des choix qu'ils ont faits, que ce soit en termes de costumes, de look, de colorimétrie pour les personnages, liés à leur caractère, en termes de décors créés, de lieux choisis ou trouvés pour le tournage par exemple, la modification aussi des lieux, notamment de l'entrée de Poudlard. Je cite ça parce que c'est pour moi le plus visible dans les films. Tu vois que dans Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la coupe de feu, la manière dont les élèves rentrent dans Poudlard, c'est pas la même. Moi j'avais mis ça sur le compte que dans le premier, c'est les premières années qu'on voit rentrer, et du coup ils rentrent pas de la même manière que les autres élèves, mais en vrai c'est pas logique qu'il y ait deux entrées différentes. Et ça c'est dû au fait que quand ils ont créé les premiers films Harry Potter, les derniers livres n'étaient pas sortis. Et je sais pas si Harry Potter et la coupe de feu étaient sortis au moment où de la création et des prémices de Harry Potter à l'école des sorciers, le film. Mais voilà, il y a des choix scénaristiques qui ont été faits dans les premiers films qui font que ça a été un peu compliqué dans la suite pour coller à l'histoire, parce qu'il y a des choses notamment qui n'ont pas été mises dans les premiers films ou qui ont été mises d'une certaine manière dans les premiers films, et après la lecture du tome 5 ou 6, tu te rends compte qu'en fait c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais c'est trop tard. Bref, c'est tout ça, tout ce détail là qu'on a dans les livres, et globalement j'aime bien cette saga. Je trouve que ça apporte pas mal d'infos, pas mal d'éléments. Il y a aussi des croquis de tenues et de paysages faits par les gens qui ont travaillé sur ces films, et tu te rends compte vraiment du nombre de personnes qui ont travaillé sur ces 8 films du coup, avec les réalisateurs qui changent et la vision du réalisateur qui change aussi, puis les acteurs qui grandissent, qui vieillissent, etc. Enfin, tu te rends compte vraiment de l'ampleur du truc pour les équipes des films. Mais bref, dans le tome 11, donc c'est fête gastronomie, non, pas du tout. Le tome 11, c'est les professeurs et le personnel de Poudlard, et j'y ai pas trouvé ce que je voulais. En fait, on a l'équivalent, je sais plus quel tome c'est, mais on a l'équivalent pour les élèves, et donc les recrutements, oui, les choix du trio, donc Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. On a le choix des acteurs, le choix des tenues des élèves, l'évolution des tenues, des costumes, je veux dire, de Poudlard au fil de la saga, du choix même de l'acteur qui joue Draco Malfoy. Je cite pas les noms des acteurs et actrices parce que je les connais pas tous, et si je commence à les citer, il y en a certains que j'ai pas, donc je dis les noms des personnages, c'est plus simple. Bref, pour la famille Weasley, tout ça, enfin, il y a l'équivalent pour les élèves, comment ça a été géré. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, ce tome-là sur les élèves de Poudlard, parce que le casting des enfants a été absolument dingue. Il y a des milliers d'enfants qui se sont rendus au casting pour jouer Harry Potter, pour jouer Hermione Granger, etc. Ou même pour jouer les jumeaux Weasley, et je pense que cette anecdote-là, elle est connue. C'est ces jumeaux-là qui ont été choisis parce que ils avaient chacun leur personnalité le jour du casting. Je dis pas que les jumeaux n'ont pas de personnalité propre, mais en fait, tous les autres jumeaux qui se sont présentés au casting pour Fred et George Weasley, donc sont arrivés habillés pareil, exactement identiques, et dans le même état d'esprit, alors que Fred et George sont diamétralement opposés quand même dans la série, et eux sont arrivés
pas habillés pareil, totalement presque déconnectés l'un de l'autre. Bref, c'est pour ça qu'ils ont eu le rôle. Il y a pas mal ce genre d'anecdotes là dans le livre sur les élèves de Poudlard, et ici je m'attendais au même truc, au même genre d'anecdote. Sauf que ici on parle d'adultes, on parle de celui qui joue Rogue, celle qui joue Trelawney, ou celle qui joue McGonagall, etc. Dumbledore évidemment, avec le changement d'acteur et tout. Mais c'est des adultes acteurs. Donc avant de jouer dans les Harry Potter, ils étaient déjà connus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour la plupart des rôles, il n'y a pas vraiment eu de casting, en tout cas il n'y a pas d'anecdote de casting, c'est les agents entre eux qui ont appelé un tel pour lui dire ça te dirait tel rôle, etc. C'est pas des inconnus qui se sont présentés au casting comme les enfants. Je sais pas si je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'anecdote de casting. T'as pas le casting du professeur Rogue avec tous les professeurs Rogue qui ont défilé, etc. T'as pas ça en fait. T'as allô, oui, bonjour, ça te dirait ce rôle-là, bon bah vas-y, viens, vous êtes 3-4 et vous passez les essais et puis voilà quoi. Vous voyez, c'est pas vraiment un casting comme rechercher la perle rare qui va jouer Harry Potter. J'ai très envie de citer son nom, mais bref. Du coup, moi je m'attendais à ça, j'aurais aimé ce genre d'anecdote et avec le recul, bah y en a pas en fait. McGonagall c'est pareil, on l'a appelée, on lui a dit est-ce que vous voulez jouer le rôle de McGonagall, elle a dit oui bien sûr évidemment. Voilà, le seul truc c'est que les acteurs adultes se sont assez rapidement rendus compte du phénomène que c'était, parce qu'on parle quand même d'acteurs adultes connus qui ont déjà une assez grande carrière, acteurs, actrices hein, évidemment, pardon, qui ont déjà une assez grande carrière avant de jouer dans Harry Potter. Ils auraient pu voir ça comme un film pour enfants et se dire bah non, flemme, tu vois. Alors que au moment du premier film, déjà, ils se rendent compte de l'événement que c'est, de l'ampleur que ça va avoir. C'est pas juste un petit film pour enfants, dès le premier film. Et voilà, avoir des acteurs adultes confirmés, des actrices adultes confirmées, capables de reconnaître ça, et d'accepter les plus grands rôles dans Harry Potter, c'est quand même fou parce que sinon on aurait eu des acteurs pas connus dans Harry Potter. Alors peut-être que ça aurait été très bien, mais je sais pas, je trouve que cette reconnaissance est quand même assez cool. Mais sinon oui, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grande information. Pas comme je le voulais en tout cas. Ce que j'ai trouvé intéressant, et il me semble que je l'ai dit dans le vlog, c'est la manière dont l'œil de Folleuil est fait. Par contre, ce que j'aurais aimé avoir encore plus, c'est la dualité pour Folleuil. C'est-à-dire que nous, dans la première fois qu'on voit Folleuil, c'est dans le 5 il me semble, et donc on le voit, il est professeur, etc. Les personnages interagissent entre eux, les élèves, bidule, machin, etc. Et à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, là je sais pas comment finir ma phrase parce que en même temps j'ai envie de le dire et en même temps c'est spoilé pour ceux qui n'ont pas vu. Je vais spoiler. À la fin du film, tu te rends compte que c'est pas lui en fait. À l'écran, c'est lui qu'on a vu et c'est l'acteur qui joue Folleuil qu'on voit, mais le personnage réellement, c'est pas lui. Et dans le film d'après, Folleuil revient. Et pour Harry, Ron, Hermione et tous les autres personnages, c'est Folleuil, ils le connaissent, ils l'ont côtoyé, ils l'ont eu en professeur, etc. Vous voyez, alors que lui, techniquement, bah il les connaît pas. Et on n'a pas d'infos là-dessus. Vraiment, on n'a pas de petit paragraphe de l'acteur qui revient sur ça parce que il a joué quand même deux personnages. Enfin, je sais pas comment. Enfin, j'aurais bien aimé avoir cette info-là et on l'a pas. Mais bref, et ce que j'ai aussi. Alors ça, c'était hilarant. Toute l'attention portée autour de Lockhart est absolument magistrale. Et c'est ça aussi que j'aime, et c'est ça aussi que j'avais dit par rapport à Madame Bibine, il me semble, c'est que l'attention portée aux vêtements des personnages, au caractère des personnages, à la colorimétrie accordée à chacun des personnages, à la tenue en elle-même, à l'association des motifs, des matières, pour donner l'impression que la personne est riche ou au contraire que les vêtements sont usés parce que la personne n'a pas les moyens. Tous ces petits détails là, il y a la même attention qui est accordée pour Dumbledore que pour Madame Bibine, pour Rogue que pour je sais plus qui c'est que j'ai vu là, mais pour Lockhart qu'on voit au final très peu dans les films. C'est vraiment la même attention accordée à ça.
Et j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça vraiment ouf quoi. Il y a des personnages qu'on voit très peu et pourtant le détail, enfin il pousse la précision jusque dans les moindres détails alors que Madame Bibine, franchement si on la voit 5 minutes, bien sûr Madame Bibine, c'est Madame Bibine, l'infirmière là, ça se trouve je suis en train de dire une connerie là. Non, Madame Pomme Fraîche, Madame Bibine c'est la professeure de vol sur un balai, je crois. Bref, Madame Pomme Fraîche, si tu la vois en tout et pour tout, allez, 10 minutes à l'écran, c'est le max, tu vois. Comparé à Dumbledore ou à Rogue, c'est même, enfin, la comparaison, c'est même pas comparable, vous voyez. Pourtant, vraiment, t'as le détail de la tenue de Madame Pomme Fraîche, pardon, Madame Pomme Fraîche, et ils ont, enfin, jusque dans les moindres détails, la longueur du col, la taille du col, les angles du col, la ceinture, les couleurs, enfin... C'est en mode, si un personnage qu'on voit 5 minutes à l'écran, c'est peut-être pas la peine de donner autant de mal, tu vois. Bah si. Voilà. Après, voilà. En fait, c'est plus les tenues des personnages et les choix des matières, des couleurs, etc. que le casting en lui-même. Et moi, j'aurais préféré avoir le casting. Bref, je passais à la BD suivante, sinon cet update va durer 40 minutes. Et donc, le tout dernier tome, c'est Fête, gastronomie et publication du monde des sorciers. Et je me demande si au final, je les ai pas lus dans le mauvais sens. Mais bref, c'est pas très grave. Et ici, on revient sur les grands banquets, les grands festins qui sont faits dans les livres. Ça m'a presque donné envie de vomir. Vraiment, on parle de nourriture mise à l'écran, donc pas mangeable au final, mais je dirais qu'à 50-50, peut-être à 60-40, c'est de la vraie nourriture qui est gâchée du coup. Et vraiment, c'est à vomir, vraiment. Après, il y a... En fait, c'est prendre de la vraie nourriture et l'enrober de trucs pour que ce soit... ça reste toute une journée de tournage, tu vois. Mais du coup, c'est plus mangeable après. Ou alors faire de la fausse nourriture. Mais en fait, faire de la fausse nourriture était beaucoup plus compliqué que prendre de la vraie. Et donc, du coup, il y a énormément de gâchis. Vraiment, sur les tournages, il y a énormément de gâchis. Et je crois qu'il l'explique à un moment donné. On pourrait se dire, du coup, on achète de la nourriture, on tourne avec... Et ensuite, tout le staff, les acteurs, actrices, etc. mangent cette nourriture. Sauf qu'ils peuvent pas, parce que la nourriture reste trop longtemps à l'extérieur, comme ça, à l'air libre. Et ça serait trop risqué pour eux, en fait. Mais du coup, enfin... Bref, j'ai pas trop compris l'intérêt de ce truc-là. Voilà, on revient ici sur les repas à Poudlard, les boissons, etc. Le mariage de Fred et George, j'allais dire n'importe quoi, de Fleur et Bill, le bal de Noël et le bal de Noël dans Harry Potter et la coupe de feu. Et puis il y a aussi oui, il y a aussi les journaux, comment ils ont utilisé les journaux et la calligraphie, les typographies, les types d'écriture, etc. pour assombrir le journal au fur et à mesure que l'histoire avance. Il y a aussi le chicaneur et puis globalement les livres qu'on voit dedans. Mais les livres, ça revient dans plusieurs tomes, hein. On te parle des livres et de la manière dont ils ont été choisis, dont ils sont mis sur les étagères, etc. Honnêtement, ce tome 12, j'ai pas trop compris l'intérêt. Mais au moins, comme je disais, j'ai fini la saga. Ensuite, j'ai lu Sacha et Tom Cruise, le tome 1, Les Vikings de Allard et Quignon. Et on est typiquement sur une BD que j'étais quasi sûre d'aimer, d'adorer, et à laquelle j'ai pas du tout accroché. Je n'irai pas la suite parce que franchement, j'ai pas aimé. On va suivre ici donc un petit garçon qui s'appelle Sacha. Au tout début, c'est son anniversaire, etc. Ça, on te le dit dans le résumé. Et il aurait préféré avoir autre chose, je ne sais plus quoi, mais il a un chien qu'il appelle Tom Cruise. Un délire comme ça. Et puis ensuite, voilà, tu suis Sacha un peu qui va à l'école avec son chien, machin, bidule. C'est un peu l'élève ultra populaire que les garçons adorent et après qui toutes les filles courent. Enfin bref, j'aime pas ce genre de personnage. Je préfère le cliché de celui que personne n'aime au cliché du ultra populaire. À choisir. Donc voilà, on suit ça évidemment, il essaye de... En fait, il en joue énormément, il se la pète alors que c'est un gamin de 6-7 ans pour moi. Vraiment, j'ai envie de lui dire, gars, descends parce que ça va pas le faire là. Et ensuite, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment, je ne sais plus pourquoi, il bascule au temps des Vikings.
Et il va rencontrer une jeune fille qui vit au temps des Vikings, donc c'est une jeune fille au temps des Vikings, autant vous dire qu'elle n'a pas une position ultra fun dans la société, tu vois. Et il va essayer de comprendre son quotidien, etc. Mais toujours avec ce côté extrêmement pédant d'un garçon de 7 ans, habitué à être le roi de la cour d'école, littéralement. Et là, en fait, il se retrouve dans un univers totalement différent du sien qu'il ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger de manière extrêmement violente et extrêmement gratuite le comportement de cette jeune fille, alors que il la connaît pas en fait. Et il connaît pas les codes du monde des Vikings dans lequel il a atterri. Alors ok, il met un petit temps avant de capter où il est, quand il est, etc. Mais sa première réaction, c'est de juger de manière extrêmement violente, extrêmement gratuite et extrêmement négative cette jeune fille qu'il connaît pas. J'aime pas ce personnage. Vraiment, j'aime pas le personnage de Sacha. Et franchement, j'ai toujours énormément de mal à lire un livre dans un univers très cool, très chouette, très fun, etc. Mais dans lequel l'histoire est menée par un personnage qui fondamentalement m'horripile en fait. Enfin vraiment, j'ai envie de lui coller des baffes, j'ai pas du tout envie de le suivre quoi. Si je l'avais en face de moi, pardonnez-moi l'expression, mais j'aurais juste envie de lui dire, tu sais quoi, tais-toi et fous-moi la paix. Donc bah là, j'ai pas envie de lire son histoire, vous voyez. Non vraiment, franchement, j'ai pas du tout aimé le personnage. Alors peut-être qu'au cours de la BD ou de la saga, parce que franchement je l'ai terminé un peu en diagonale, je dois bien vous avouer. Après il n'y a pas énormément de texte, hein. On a ce genre de planche, vous voyez, et comme c'est une BD, pour certaines je me suis contentée de regarder les images, honnêtement j'ai pas forcément lu, tu vois. Donc peut-être qu'au cours de la BD il a une espèce de prise de conscience et une espèce de changement de comportement et que c'est tout le but de la BD, tu vois. Mais partir d'un personnage aussi agaçant, pour moi c'est trop, c'est pas possible. Donc c'est un échec en fait, tout simplement. Je me rends compte que cet update n'était pas le plus positif, hein. C'est rare que je fasse des updates graphiques dans lesquels j'ai pas aimé grand chose de ce que je vous montre, mais là c'est le cas. Mais on finira quand même par une BD très cool. Mais ensuite j'ai lu Miss Shaolin tome 1, premier tournoi de Bautier, Kravchenko et Todzi, et pareil, j'allais reculons dans cette BD pour le côté histoire asiatique, avec des valeurs asiatiques, du Japon, etc. C'est pas un univers qui m'attire, c'est pas une des thématiques qui me plaisent et que j'ai envie de lire. Mais j'avais acheté ce livre, cette BD là, en me disant pourquoi pas, donc j'ai fini par y aller. Et en fait, on se retrouve pas du tout en Asie, en tout cas j'ai pas l'impression. On se retrouve avec une jeune fille, donc celle présente sur la couverture, qui vit avec son grand-père et qui fait effectivement un petit peu des arts martiaux. Son grand-père est un grand maître, etc. J'y connais pas grand chose à ces trucs là, mais bref. Et elle va à l'école vraiment dans la construction de l'histoire et dans les relations entre les personnages et même, autant l'avouer, dans les traits des personnages qu'on a. Pour moi on n'est pas en Asie, hein. Mais je peux me tromper. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on la suit, elle va à l'école, etc. etc. Elle échange un petit peu avec les garçons, les filles, il est question un petit peu d'harcèlement. En fait au tout début, il y a un jeune garçon qui se fait malheureusement harceler par 2 autres ou 3 autres garçons, je ne sais plus parce qu'évidemment ils sont toujours à plusieurs, hein, sinon c'est pas drôle. Et ils finissent par le pousser, le bousculer, au-delà des mots, vraiment, physiquement, tu vois qu'il y a un ascendant qui est pris sur ce pauvre garçon qui est tout seul. Et donc cette jeune fille va intervenir et elle fait des arts martiaux, je rappelle, donc elle intervient pour le défendre et suite à ça, ça va prendre des proportions absolument énormes et partir un petit peu dans tous les sens. En soi, le résumé, quand je le fais comme ça, m'intéresse et je trouve ça intéressant. J'aurais envie de le lire, vous voyez. Mais encore une fois, j'ai pas accroché avec les personnages. Je sais pas, je les ai pas trouvés intéressants. J'avais pas envie de les suivre. Et puis surtout, les événements ensuite s'enchaînent de manière tellement naturelle que c'est prévisible en fait. Tu vois les choses venir. Et à la fin, vraiment, je me rappelle avoir soupiré en lisant la fin, en mode, bah oui, mais en fait, ça ne pouvait que finir comme ça, je vois pas comment ça pouvait finir autrement. Et alors, tourner les pages en n'ayant absolument aucune surprise des événements qui s'enchaînent, c'est pas... Bah autant pas lire le livre, quoi. Enfin, que je le lise ou pas, je connais l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aucun élément de surprise, il y a... Vraiment, tu as la situation de départ, et puis ensuite, tout découle
naturellement, trop naturellement en fait, parce que du coup, bah, tout est prévisible, enfin j'ai tout anticipé, il y a quelques mini rebondissements que oui effectivement j'avais pas vu venir dans le sens où bah il change pas grand chose à la fin, il change pas la finalité de l'histoire. Du coup bah, qu'ils soient là ou pas ça change littéralement rien. Donc je pouvais pas deviner qu'ils étaient là. Mais comme ils changent rien, en même temps, vous voyez, il n'y a pas ce petit élément qui va faire gripper la roue un peu et qui va faire qu'on prend une direction à laquelle j'avais pas pensé. Non, il y a juste des petits éléments comme ça qui sont là pour rajouter des planches plus qu'autre chose et qui ne changent rien en vrai et n'apportent pas grand chose non plus. Vraiment, voilà. Autant il y a des BD jeunesse et des histoires jeunesse qui me surprennent toujours et que je ne vois et dont je ne vois jamais venir ni les rebondissements ni la fin. Autant là, franchement, vraiment j'avais l'impression de tirer sur une ficelle. Vraiment, tu tires, et puis oh, t'as de la ficelle, oh, de la ficelle, oh, de la ficelle. Vraiment, il n'y a aucune surprise. Tout ça avec des personnages que j'apprécie pas particulièrement, donc je n'irai pas la suite. Et le tout dernier, pour le coup, je l'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement mignon, extrêmement bien écrit. Donc c'est La Grande Fabrique de mots de Agnès de Lestrade et Valeria Docampo. On est dans une ville fictive, on est clairement en fantasy. Ce mot est très fort en fait, parce que quand tu dis fantasy, moi je m'imagine toujours des univers extrêmement compliqués avec des créatures, etc. Mais non, en fait on est plutôt en dystopie presque qu'en fantasy. Je pense que c'est ça, plutôt dystopie. En gros, on est dans un univers où les mots sont payants. Il faut acheter les mots pour pouvoir les prononcer. Et c'est pas en mode, une fois que tu as acheté le mot, je sais pas, maison, tu peux le prononcer tout le temps. Non, tu l'as acheté une fois, tu le prononces une fois, et après c'est fini. Tu ne peux plus les prononcer. Donc évidemment, les gens parlent très peu et ça fait pas forcément des phrases. Les riches, eux, peuvent acheter plein de mots, faire plein de phrases, etc. etc. Et les pauvres ramassent littéralement les mots jetés à la poubelle par les riches et essayent. Donc c'est des mots pas hyper utiles hein, qu'ils ramassent dans les poubelles. Je pourrais vous en citer un ou deux. Voilà, mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique et de fesses de lapin. Vous voyez, tu peux pas faire des phrases et des conversations avec ça. Et évidemment, je dois préciser, mais il y a des mots qui valent plus cher que d'autres. Crottes de bique et fesses de lapin, ça vaut pas grand chose, tu vois. Et donc on va suivre un petit garçon. Un petit garçon qui est amoureux d'une petite fille et qui, pour son anniversaire à elle, voudrait lui déclarer son amour. Sauf que il n'a pas les moyens d'acheter les bons mots qui vont avec. Et il va devoir se débrouiller littéralement avec les moyens du bord. Je pense que rien qu'avec ce que je vous ai dit, vous voyez venir la morale de cette histoire, mais c'est extrêmement mignon, c'est extrêmement touchant. Et il y a aussi très peu de mots dans ce livre, parce qu'il n'y a pas besoin de grands mots pour exprimer ce qui est exprimé ici. Un silence vaut tous les mots, comme on dit. Voilà, ça c'est la première page par exemple. Et il y a vraiment très peu de lignes à chaque fois. Vous voyez, il me semble avoir dit dans le blog que je ne le garderai pas parce que je suis pas fan du format. Mais en vrai, c'est un livre que j'aimerais lire avec un enfant. Vous voyez, plus que juste l'offrir à un enfant pour qu'il le découvre par lui-même, c'est un livre, et je pense que c'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est un livre que j'ai envie de lire avec un enfant capable de comprendre. Genre j'entends par là, un enfant de 2-3 ans, tu peux lui lire des histoires, mais il va pas vraiment comprendre la morale ici, vous voyez. Mais ouais, c'est un livre que j'aurais envie de moi-même faire découvrir à un enfant, plus que juste lui offrir pour qu'il le lise par lui-même, encore une fois. Donc je pense que je vais le garder pour ça. Voilà, franchement j'ai adoré cette histoire. C'est aussi un petit peu une vague réécriture, on va dire, de Roméo et Juliette. Cette espèce d'amour impossible, presque à sens unique. Franchement j'ai trouvé ça hyper chou. Et surtout, très très bien fait, très très bien écrit. C'est vraiment cool, il faut que je me renseigne sur ce qu'a fait, sur ce qu'ont fait Agnès de Lestrade et Valeria Docampo. Je ne sais pas laquelle a fait le texte et laquelle a fait le dessin, mais je suis autant fan du texte que du graphiste, donc je vais me renseigner là-dessus. J'en ai fini avec ces BD et avec cette update. Finalement c'était pas si long que ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.